Bonsoir, bienvenue au musée L, le musée universitaire de Louvain qui est situé à Louvain-la-Neuve. Ce soir, nous nous rencontrons à travers les rencontres intérieures jour qui seront diffusées via les ondes. Alors, nous avons le grand plaisir, dans le cadre de ces rencontres, d'accueillir des hommes et des femmes qui viennent nous partager ce qui les fait vivre, ce qui les engage dans la société d'aujourd'hui, notamment autour de la transition. Mais ce sont des rencontres d'un type particulier, elles sont extrêmement intimes parce que ces personnes choisissent de partager leur propre intériorité, leur quête. Ces rencontres débutent toujours par le choix d'une œuvre d'art dans notre musée L. Et ce soir, Isabelle Ferreras, qui est notre invitée, a choisi le bâtiment qui abrite ce musée et ses collections, et aussi tout son parcours muséal. Je suis tout à fait ravie qu'elle ait choisi le bâtiment. Je vais vous le présenter. On va d'abord sortir du bâtiment pour en fait découvrir la manière dont il a été implanté dans la ville. Je vais vous faire un petit moment d'histoire parce qu'on ne peut pas comprendre le bâtiment si on ne retourne pas dans les années 1969, au moment où l'université francophone a dû quitter Leuven. Donc nous sommes dans cette période dont on parle comme étant le post-splitting, donc les années 69 jusqu'en 1972. Ici, on était au milieu des champs. Rien n'était construit. Et les autorités de l'UCL étaient vraiment habitées par le fait qu'il fallait être tournées vers le futur. C'est pourquoi elles choisissent en fait deux jeunes et talentueux, parce qu'ils vont se révéler tout à fait talentueux, ils vont en fait avoir une carrière internationale, un architecte qui est André Jacquemin, qui est décédé en 2014, et Jules Waps, qui a travaillé comme designer. Ils n'ont pas reçu uniquement la commande de ce bâtiment qui était destiné à abriter la bibliothèque des sciences et technologies, mais également toute la place. Et ils en ont fait une place qui est devenue vraiment mythique, c'est une place dite forum. Et autour de cette place, il y a toute une série de bâtiments qu'ils ont également construits qui sont des auditoires, les auditoires des sciences. Alors, comme vous le savez, l'art, c'est un langage. Et comme tout langage, il a son vocabulaire. Et nous allons prendre un peu de temps pour décoder ce vocabulaire. En art, il y a toujours une fonction symbolique. Pour ce qui concerne de l'architecture, évidemment, on demande aux architectes que soient remplies des questions techniques et des questions de fonctionnalité. Donc, vous l'avez compris, au départ, c'est une bibliothèque des sciences et technologies. Mais quelle est la vocation symbolique de ce bâtiment ? Les autorités de l'UCL, bien décidées à construire cette université nouvelle au milieu des champs, entendent faire de ce bâtiment un bâtiment emblématique. Et c'est comme ça qu'on va avoir des dimensions dites monumentales. Quand on dit monument, en fait, la signification de monument, c'est de dire qu'on indique quelque chose, qu'on manifeste, en fait qu'on signifie quelque chose. Et qu'est-ce que les autorités souhaitent que l'on signifie ? Eh bien, elles souhaitent qu'on signifie que cette université est jeune, audacieuse, tournée vers le futur, qu'elle peut tout à fait renaître de ses cendres. Et c'est cela qui est marqué dans la façade. Vous allez voir, si on prend la façade, qu'on a cette grande diagonale. En fait, elle nous fait penser à un temple grec. Donc, on est dans un vocabulaire qui, en Occident, est assez connu. On retrouve des piliers, des pilastres, et nous sommes évidemment dans un vocabulaire qui est dédié à des bâtiments dits de pouvoir fréquentés par une élite. Alors, ce qui est amusant, puisque j'ai eu la grande chance de rencontrer André Jacquemin, un vieux monsieur, je l'ai rencontré en 2013, il m'a parlé d'une autre signification symbolique pour ces pilastres et ces piliers, et aussi pour la diagonale qui forme le toit. Il m'a dit que pour lui, il voulait évoquer les grandes toitures des fermes brabançonnes dans les champs des alentours. Aussi que les piliers et les pilastres faisaient référence
aux géants que l'on voit circuler lors des processions folkloriques dans le Brabant wallon ou dans toute la Wallonie. Pourquoi les géants? Eh bien parce que nous étions une ville nouvelle et une jeune université et qu'on avait besoin de nos géants protecteurs pour ce grand projet qui était en train de se construire. Ce qui est intéressant aussi, c'est le choix du matériau, du béton. En soi, le béton n'est pas un matériau extrêmement séduisant. Et pourtant, Jacquemin en a fait une sculpture. On le perçoit déjà à l'extérieur, dans sa manière beaucoup plus rectiligne et beaucoup plus constructiviste de travailler ce béton, mais à l'intérieur, nous sommes dans des courbes, dans des décrochages, dans presque une sculpture baroque. Et c'est cela qui est toute l'originalité de ce matériel. Autre chose, c'est la manière dont il l'a traité, techniquement. Ce matériel, au départ, ce matériau, il est froid. Or, ici, il a choisi de le traiter dans le brut de décoffrage. Donc, vous avez imprimé dans le béton les nœuds du bois qui contenaient le béton coulé. Ça apporte en effet une chaleur, un apaisement, un type de couleur aussi tout à fait différent. Et lorsqu'on a rénové le bâtiment, on n'a absolument pas touché à ce matériel. On lui a même rendu vraiment hommage. Donc ça, c'est pour le béton. Et maintenant qu'on revient à l'intérieur, il y a autre chose que je voulais vous partager. Jacquemin, c'est quelqu'un de malicieux. Et si vous regardez la façade, vous allez avoir presque de la peine à trouver l'entrée de cette grande bibliothèque des sciences et technologies. Elle est presque clandestine, elle est dissimulée. Qu'est-ce qu'on voulait faire? Qu'est-ce qu'on voulait dire? Eh bien, on rentrait dans ce temple du savoir presque de manière cachée. Et plus on va gravir dans l'espace, plus on va monter et plus l'espace va s'ouvrir et va en fait nous livrer son ampleur. C'est comme si on faisait un chemin initiatique et qu'on avait comme viatique la pensée, le cœur, l'esprit, pour être fécondé par le savoir. Et c'est arrivé à ce 3e étage que vous voyez que ici, le bâtiment s'offre complètement dans sa puissance dite monumentale. Alors, ce qui est intéressant, c'est le travail de Waps. Waps a vraiment travaillé de concert avec Jacquemin. Qu'est-ce qu'il a fait, Waps? Eh bien, il a fait ce travail aussi sculptural au niveau des gaines de ventilation. Il les a dissimulées par une sculpture, on pourrait dire, abstraite, à base de cuivre. Tous les détails, les poignées, les clenches, les rampes d'escalier utilisent ce métal extrêmement chaud, puisqu'il a la couleur du cuivre. Et lorsque vous rentrez dans le musée, il y a également autre chose qui va vous frapper. Il n'est pas du tout comme les musées traditionnels et classiques, mais il s'offre dans le regard. En fait, c'est d'abord une expérience visuelle. Vous n'avez pas de pièces, vous n'avez pas de section, de galerie. Vous déambulez et en fait, vous dialoguez avec les œuvres d'art. Et là, c'est quelque chose qui me ravit parce que un des points vraiment qui forment l'ADN du musée L, c'est bien le mot dialogue. Dialogue, c'est un mot qui est très riche, mais c'est un mot qui porte tout un esprit de rencontre. On dialogue entre l'art savant et l'art populaire, entre le baroque et l'Antiquité, entre de l'extra-européen et des pièces qui viennent des collections scientifiques. Donc c'est tout un monde dans lequel vous rentrez. Et vous pouvez l'embrasser par le regard, mais c'est aussi une expérience corporelle. Vous allez rebondir au niveau de votre pensée, vous allez rêver, vous asseoir, vous allez photographier, dessiner, dialoguer avec les œuvres d'art. Un autre aspect qui est très important pour moi, c'était la notion de maison d'hôte. Lorsque j'ai travaillé avec les architectes de l'UC Louvain qui ont transformé cette bibliothèque en musée, un élément que j'ai apporté, c'est que je souhaitais que ce musée puisse respirer, vivre comme une maison d'hôte, qu'il soit aussi hospitalier et convivial qu'une maison dans laquelle on pénètre. C'est comme ça qu'ils ont changé l'entrée et qu'ils en ont fait une entrée pleinement ouverte sur la ruelle qui laisse pénétrer la lumière.
Et ensuite, il y a toute cette question liée aux matériaux qu'on a fortement travaillé avec les scénographes pour amener de la chaleur. Donc vous avez la laine pour le tapis, vous avez des mezzanines avec des petits coins salon, vous avez bien sûr le béton et puis deux couleurs qui priment, le noir et le blanc. Donc beaucoup de sobriété, de retenue, d'élégance pour laisser place aux œuvres d'art et pour vous permettre de dialoguer avec ces œuvres d'art. Je vous présente maintenant Joseph Skovanec qui va interviewer Isabelle Ferreras qui a choisi l'architecture du Muséel comme œuvre d'art. Bonsoir à tout le monde, c'est une joie de partager ce moment avec vous. Et donc ce soir, nous avons le plaisir, le privilège d'accueillir avec nous Isabelle Ferreras. Donc bonjour. Bonjour. Vous êtes donc professeur ici même à l'Université du Louvain. Vous travaillez au FNRS et vous venez en particulier ce soir nous évoquer l'un de vos travaux, l'une de vos publications, à savoir cet ouvrage, le manifeste travail, démocratiser, démarchandiser, dépolluer, coécrit avec Julie Batilana, coécrit avec Dominique Méda, Paris au Seuil, tout récemment. Il s'agit donc d'un ouvrage qui est très récent, qui est d'actualité, mais qui pose des questions intemporelles, atemporelles, aussi vieilles que l'humanité. Donc ces questions de la nature de l'être humain, du sens de la vie, de l'action de l'être humain. D'une certaine façon, votre travail, votre œuvre entre en résonance avec le projet, la nature même du musée, d'un musée comme le Muséel qui nous accueille ce soir. Un musée donc qui par son nom porte une sorte de projet venu du fond des âges, parce que musée, c'est le lieu des muses, par évocation au fameux chœur des muses qui surgissait naguère dans le théâtre classique peut-être. Et on a ce croisement tout à fait saisissant entre cet au-delà historique et intemporel et puis notre condition mortelle ici-bas. Donc dans ce savoureux croisement, ce savoureux mélange naît aussi bien la vie, mais naît également toute cette problématique intellectuelle qui accompagne notre existence humaine. Et vous avez choisi de façon assez saisissante, et je dois vous l'avouer, cela m'a un peu déstabilisé au début, vous avez choisi ce soir de nous parler de l'objet musée en tant que tel. D'ordinaire, les personnes invitées choisissent telle ou telle œuvre que l'on commente ensuite, que l'on porte au langage. Mais vous avez choisi l'établissement, voire les murs qui nous accueillent. Peut-être que vous pouvez nous en dire davantage sur ce point, parce que je crois avoir compris qu'il y avait une histoire singulière là derrière. C'est vrai que quand j'ai dû choisir une œuvre, j'ai demandé est-ce que je peux choisir le bâtiment de André Jacquemin. Et effectivement, c'est le bâtiment que je trouve absolument magnifique et qui, pour moi, est en fait la première image que j'ai dans la tête de Louvain-la-Neuve. Les premières photos que j'ai dû voir enfant était bien sûr la place des Sciences, cette zone de la ville, le haut de la ville qui a été la première construite. Et cette histoire est très importante dans mes racines personnelles parce que mon grand-père a été très actif dans le fait de faire émerger ce projet de l'université ici. C'était André Olef, il était président du conseil d'administration. Et effectivement, Louvain-la-Neuve, c'est pour nous, dans notre famille, une grande aventure. Et pour moi, ce musée, il a été magnifiquement choisi de l'établir ici dans la Bibliothèque des Sciences, parce que d'abord, c'était quand même l'idée des sciences qui sont en harmonie, qui se parlent dans les sciences représentées ici dans la bibliothèque. Et la force de cet art brutaliste est tout à fait, imprègne vraiment une énergie très forte et qui pour moi a vraiment beaucoup à voir avec quand même le geste de reconstruire après une destruction, on pourrait dire, ou une expulsion.
Mais cette expulsion-là, est-ce qu'elle ne figure pas au début de toutes les grandes histoires fondatrices de civilisation? Le maintien au lieu où l'on est né n'est pas forcément le gage, on va dire, d'un parcours créatif. Il y a une nécessité de l'exil que l'on retrouve véritablement dans toutes les civilisations, toutes les cultures. Ce que je juge particulièrement saisissant, c'est que finalement, une ville nouvelle, une université nouvelle, prennent comme point de départ l'ancien. Voyez? Et peut-être que cet ancien-là vibre et vit beaucoup plus qu'on ne le croit. Alors évidemment, je ne peux pas m'empêcher de plaider toujours pour ma petite chapelle, à savoir celle des gens bizarres. Mais souvent, je crois que les musées, à l'origine, étaient une collection privée d'objets faits par des gens bizarres. Voyez? Et peut-être que ce projet vital-là de personnes bizarres est nécessaire à la collectivité des gens non bizarres, non? Alors d'abord, moi je crois que nous sommes tous bizarres. Je ne crois pas... C'est une vérité formidable. Je suis ravie de vous l'entendre dire. Je ne crois pas qu'il y a des gens qui ne sont pas bizarres. Et effectivement, ce que vous dites m'évoque le magnifique livre que Michel Serres a écrit sur le tiers instruit, où il montre combien nous sommes tous toujours le fruit d'un métissage. Et bien sûr, l'arrachement le plus significatif, c'est l'arrachement d'une personne dans le geste de devoir quitter ses racines, quitter sa terre. Et là, je pense évidemment aux migrants aujourd'hui qui sont dans une situation terrifiante avec l'Europe qui est en défaut de responsabilité vis-à-vis d'eux, où nous avons une politique affreuse de penser qu'avec notre Frontex aux frontières, nous pouvons laisser noyer les gens en Méditerranée alors qu'ils ont besoin d'aide. Nous sommes tous, en fait, au fond de nous-mêmes, effectivement, des migrants. Et si nous savons bâtir quoi que ce soit, un savoir, évidemment, ou une œuvre artistique, c'est parce que nous sommes ces migrants-là, ces tiers instruits. Et la science, elle n'est que ça, parce que nous construisons toujours sur les épaules des géants qui nous ont précédés. Il n'y a pas de science sans cette accumulation, cette cumulativité, et faire croire que ça n'est pas le cas, c'est une tragédie en fait. Merci. Nous entrons d'une certaine façon au cœur des réflexions de votre ouvrage, parce que à vous entendre et à observer le monde d'ailleurs, on voit bien qu'il y a ce singulier décalage entre l'aisance de circulation des marchandises et l'aisance beaucoup plus problématique, voire de plus en plus entravée, de mouvement des personnes. Et très curieusement, les particularités sanitaires de cette année-ci mettent l'accent sur cette dichotomie, sinon sur ce chiasme entre d'un côté une circulation de plus en plus libre des marchandises et la circulation des êtres humains de plus en plus entravée. Si je puis ajouter un petit souvenir personnel, vous excuserez ces épanchements, mais je suis fils de réfugiés politiques. À l'époque, on n'utilisait pas le terme migrant, mais d'une certaine façon, c'est exactement la même réalité. Et donc, je me souviens bien que le symbole de l'horreur, il y a encore quelques décennies, le symbole ultime de l'horreur, c'était le mur de Berlin. Avec les personnes abattues le long du mur parce qu'elles tentaient de s'enfuir par les polices dites du peuple. C'était le terme de l'Allemagne de l'Est. Sauf que la réflexion que l'on peut se faire, et pardon de la porter aussi violemment, combien de personnes exactement ont péri au mur du Berlin ? Comparativement à toutes les milliers de personnes qui périssent en essayant de franchir, par exemple, la Méditerranée, mais pas que la Méditerranée, il s'agit, et pardon de le dire, finalement d'une disproportion absolue, d'autant plus que cette fois, les choses se passent à front renversé. Ce n'est plus une méchante URSS qui essaye d'empêcher les gens de partir, mais il s'agit de l'Union européenne qui est dans cette même position. Bon, excusez ces propos un peu durs. Non, tout à fait. Je pense que là, vous mettez au cœur de
l'urgence de penser cette place en fait, de la solidarité. Parce que c'est la question devant nous, c'est comment envisageons-nous de construire une société qui peut être capable de relever les défis qu'elle a devant elle en faisant une place à chacun, et plutôt qu'en pensant que c'est en érigeant des murs que l'on va se bâtir un avenir. Alors, un point positif quand même qu'il faut verser à ce dossier de l'humanité, c'est qu'aujourd'hui, on se parle dans un monde où Donald Trump a été battu. Et je pense que c'était très, très important pour nous montrer que une offre politique qui consistait à ériger les uns contre les autres et dire qu'une solution serait d'ériger un mur entre les États-Unis et le Mexique, eh bien, ce n'est pas une offre politique qui est validée par une majorité des Américains. Et ça, c'est important parce qu'on est dans une période de l'histoire qui est très critique et où on voit ce genre, effectivement, d'offres politiques qui est en train de monter partout. Moi, ce que j'aimais dans ce que vous avez dit, c'est que vous avez dit les marchandises, on le voit bien dans cette pandémie, elles circulent très librement et les individus ne le peuvent pas. Alors, il y a beaucoup de choses à dire là-dessus, mais je pense qu'une chose sur laquelle moi j'aimerais attirer l'attention, c'est sur le fait que, précisément, attachons-nous au fait que les individus ne peuvent pas circuler librement dans cette pandémie, et peut-être parce qu'il nous faut nous poser la question, de répondre à la question, est-ce que les individus sont des marchandises? Et est-ce que nous voudrions les voir traités comme des marchandises? Et précisément, la réponse est non. Aujourd'hui, nous ne les traitons pas comme des marchandises, en disant que peut-être pour des raisons sanitaires, effectivement, nous avons des bonnes raisons de chacun rester chez nous, pour ceux qui peuvent se le permettre, et de mettre de la distance sociale pour pouvoir essayer de supprimer la propagation de ce virus. Mais l'essence même, là, de cette distinction, c'est de considérer que, en fait, les êtres humains ne sont pas des marchandises. Et ça, c'est une vieille, vous parliez de vérité immémoriale et de principes qui ont irrigué notre humanité. Ce principe-là, il a été en fait érigé par l'Organisation internationale du travail, dont on vient de fêter le 1er siècle et qui était la première agence en fait du système des Nations Unies, c'est-à-dire la première organisation qui a essayé de mettre ensemble les nations de la Terre. Pourquoi? Pour essayer de mieux se gouverner et de s'offrir un avenir collectif qui allait ressembler à ce que nous pensions désirable pour l'humanité. Et le principe que les individus, les personnes ne sont pas des marchandises est au cœur de cette organisation. Et pourtant, en fait, notre système économique continue à les traiter comme si elles étaient des choses qu'on pouvait allouer sans se poser la question du sens, sans se poser la question des droits. Sur le sens, nous y reviendrons, mais si vous permettez une taquinerie, est-ce que de nos jours, pour avoir davantage de droits, il ne faudrait pas se faire passer pour une marchandise? Parce que si on me considère comme une marchandise, je pourrais aller par exemple en Amérique. Voilà. Donc, Oui, bon, c'est un paradoxe de notre époque. Oui, hein. tout à fait. Oui. Effectivement, oui, on voit bien, et c'est l'avènement, disons, du marché comme institution. Hein. Ce qu'on ne voit pas souvent, c'est que, et évidemment, les sciences sociales ont bien montré ça, que construire une société au travers d'un principe de marché, c'est évidemment choisir une institution pour réguler les échanges. Et on a tendance à penser que le marché, c'est justement peut-être un principe naturel, hein, la main invisible d'Adam Smith. Ça s'est naturalisé dans le langage commun comme justement l'organisation de la société quand l'État se retire. Mais en fait, pour produire une société de marché, il faut en fait une attention de la part des pouvoirs publics colossale pour produire cette organisation par le marché. Et l'enjeu, effectivement, aujourd'hui, je pense que cette pandémie nous le révèle, si vous voulez. C'est des choses qu'on savait, mais c'est des choses qui sont vraiment révélées très clairement aux yeux aussi du grand public.
c'est qu'il y a en fait des valeurs dans une société, il y a des enjeux qui ne peuvent pas être réduits à l'état d'un bien échangé sur un marché. Par exemple, la santé. La santé doit être quelque chose qui est, parce que c'est tellement important, c'est tellement lié à notre dignité, à chacun, que ça ne peut pas être régulé par un marché où on va chercher quelqu'un qui est capable de payer pour lui fournir ce service. J'entends parfaitement. Sur la santé, nous en parlerons, c'est vraiment un point majeur. Mais peut-être sur cette notion de sens, sur cette notion de valeur. Dans une approche très classique, j'allais dire début XXe siècle, on définissait la culture par des penseurs tels que Heinrich Rickert, mais pas que lui. On définissait la culture comme le système qui assigne des valeurs. Le terme était, je crois, Wertung. Donc, littéralement, l'assignation de valeurs à des actes, à des objets, à toutes sortes de choses. Et c'était donc le système culturel qui détenait la clé, dans cette optique-là, de l'attribution de valeur ou pas à tel ou tel objet, telle ou telle chose. Vous parlez beaucoup, c'est l'une des clés de votre réflexion, de la valeur, par exemple, travail. Je crois que nous sommes dans une situation extrêmement paradoxale parce que de nos jours, ce n'est plus un ensemble culturel qui définirait par exemple la valeur du jeu de Go par rapport à la valeur, que sais-je, d'une œuvre d'art, par rapport à la valeur de la courtoisie, mettons, pour prendre des exemples très différents. Mais de nos jours, il semblerait que ce soit une autre entité qui soit appelé à faire cette attribution de valeur, par exemple par rapport au travail humain. Oui. Il y a beaucoup de choses dans ce que vous avez dit. Je ne vais certainement pouvoir rebondir que sur quelques éléments, mais donc d'abord, effectivement, dans les sciences sociales, sur les 20 dernières années, il y a énormément de travaux extrêmement importants qui ont été faits sur ce qu'on a appelé la sociologie de la valuation, c'est-à-dire vraiment comprendre comment des mécanismes de type de marché se sont mis en place pour assigner des valeurs et pour pouvoir réguler les échanges. Et là, évidemment, moi, mon travail, il s'inscrit vraiment il se démarque tout à fait de cette perspective de penser que le marché serait la bonne manière d'attribuer une valeur aux travailleurs. Et quand vous parlez de valeur travail, là, il y a un vrai sujet. Parce que moi, je ne reconnais pas, disons, mon travail comme, si vous voulez, exemplatif d'une perspective de valeur travail, au sens où on l'a entendu classiquement, qui est une manière, disons, parfois, je dirais, un peu conservatrice de penser que le travail est un fondement de la société. Je constate, en fait, en tant que sociologue, que le travail, effectivement, structure la société. Et comme ma collègue et co-autrice Dominique Méda le dit, nous sommes des sociétés qui sommes fondées sur le travail. Et en cela, effectivement, il y a la reconnaissance du fait qui est un fait social, si vous voulez, que nous prenons part à la société une fois que nous avons fini nos études, que nous sommes formés, nous prenons part à la société au travers d'un travail. Et donc le travail nous donne accès à une vie sociale, à participer en fait à l'espace public de la société. Et là, moi j'ai une perspective en fait qui est critique, si vous voulez, parce que je pense que cette participation-là, elle devrait beaucoup plus se faire de manière conforme aux aspirations des individus, plutôt que sous l'égide en fait d'un gouvernement du travail qui échappe en général en fait aux mains des personnes. Oui, gouvernement du travail, ça c'est un point qui me semble absolument essentiel. Parce que dans une approche tout à fait, je dirais, classique de l'économie, je pense à la moitié du 19e siècle, l'époque, on va dire, du jeune Marx, il y avait la théorie de la valeur travail, au sens où, par exemple, les prix des objets, des produits étaient dépendants
de la quantité de travail qu'il y avait derrière. C'était, je crois, l'une des toutes premières théories des prix en économie. Donc, par exemple, l'artisan qui consacrait 20 heures pour faire tel produit, évidemment, le produit était plus coûteux que lorsqu'il n'y consacrait que 3 heures. Donc, c'était en quelque sorte le travail de la personne qui fixait les prix. Oui. Cette théorie-là ensuite a été démentie. Bref, je passe les détails et péripéties de la science économique, sauf que maintenant, pour reprendre votre expression, il y a donc un gouvernement ou une entité, alors pas gouvernement au sens Premier ministre, mais une entité fonctionnelle qui donc impose au travail sa valeur. On a totalement inversé le paradigme qui paraissait évident encore il y a un siècle et quelques. Pourquoi est-ce que la valeur travail, la théorie de la valeur travail a été la première adoptée par les premiers économistes, on va dire, de métier? C'est parce qu'elle était la plus intuitive, la plus évidente pour eux. Tout à fait. Alors, vous parlez du jeune Marx. Moi, j'aimerais effectivement rappeler ici que Marx est évidemment un auteur majeur pour la compréhension du système économique capitaliste, de la manière d'organiser une société quand le capitalisme surgit. Et Marx opère une distinction que je pense toujours très opérante et qui a perdu beaucoup de valeur dans le sens d'attention, c'est la distinction entre aliénation et exploitation. Et en fait, je trouve cette distinction toujours très intéressante et très pertinente parce qu'elle pointe, si vous voulez, à l'enjeu final qui se joue, à mon sens, dans cette réflexion que nous devons avoir sur le gouvernement du travail. Marx, au départ, effectivement, voit l'exploitation des ouvriers et en ça, il pointe au fait qu'en mettant au travail des ouvriers, celui qui va apporter du capital va réussir à extraire en fait un profit qu'il garde entre ses mains parce qu'une fois qu'il aura payé les salaires et qu'il aura payé toute la matière première dont il aura eu besoin, eh bien, il va générer ce profit dû à la vente des biens qu'il aura produits et qu'il va conserver pour lui-même. C'est l'exploitation. Ce qui se joue dans l'aliénation, et c'est un concept extrêmement puissant, assez génial qu'il a réussi à saisir, c'est que, en fait, et c'est le fin fond du problème pour Marx, et là je me retrouve complètement alignée, si vous voulez, sur cette compréhension, c'est que le problème pour lui, c'est que, en fait, l'individu au travail est mis en condition de travailler de sorte qu'il va rechercher des fins sur lesquelles il n'a pas prise. Et c'est bien l'étymologie de aliénation, alien, d'ailleurs en anglais, alien est toujours le mot utilisé pour dire étranger, et l'aliénation, c'est devenir étranger à soi-même. Et littéralement, ce qu'il vit, c'est être dépossédé de sa propre personnalité à partir du moment où nous devons mettre en œuvre des fins décidées par autrui. L'inverse de cela, pour moi, c'est la citoyenneté, c'est-à-dire faire partie de ceux qui ont la possibilité de pouvoir se positionner sur les finalités. C'est l'autonomie politique, autonomos, donner ses propres normes pour se positionner sur les finalités de sa vie à titre individuel ou à titre collectif, évidemment dans la police, au sens grec du terme. Absolument. Je crois me souvenir que Marx définissait le prolétariat, rien que le terme donne une sorte de parfum, je dirais, extraordinaire. Mais Marx définissait le prolétariat comme les personnes qui ne possèdent pas autre chose qu'eux-mêmes ou leur force de travail. Voilà. De nos jours, est-ce qu'on peut encore se posséder soi-même ou bien est-ce qu'on est privé même de cette, j'allais dire, possession ultime ou dernière? Effectivement, l'enjeu, à mon sens, et par exemple, je pense que ce qu'on entend du côté des infirmières, par exemple, aujourd'hui, dans cette pandémie, parle vraiment à ces distinctions. C'est que vous avez une annonce que les infirmières vont toucher un peu moins de 1 000 € comme une prime de reconnaissance de la société envers
leur investissement au travail, eh bien, ce qu'on entend, c'est que ça ne suffit pas. Ça ne leur suffit pas pour que la société exprime sa reconnaissance. Et la reconnaissance ultime, ça serait quoi? Eh bien, ça serait le fait de reconnaître qu'elles sont tout à fait en capacité, elles aussi, de se positionner sur les enjeux qu'elles ont entre les mains. Et si vous regardez avec un tout petit peu de recul ce qui s'est passé dans le secteur des soins de santé, eh bien, dans l'histoire juste récente en Belgique, année après année, ce secteur a dû manifester pour demander quoi? Des moyens, parce que les infirmières, entre autres, disaient « nous n'avons pas assez de temps pour nous consacrer aux patients avec la qualité de soins que nous voudrions leur donner ». Et donc, les finalités du travail pour une infirmière, c'est comment elle envisage ce service aux patients, comment elle envisage le fait d'être aux côtés du malade. Et lui donner la possibilité de peser sur les finalités, c'est effectivement donner aux infirmières la possibilité de dire pour nous, ce qui serait une norme sérieuse, décente, ça serait X patients par heure. Enfin, je ne suis pas spécialiste du domaine, mais effectivement, dans le secteur des soins de santé, on en est là. Il y a un ratio très précis de patients par infirmière par heure. Eh bien, donner la possibilité aux travailleurs aujourd'hui de peser sur les finalités de leur travail, c'est pour moi la frontière, si vous voulez, qui est devant nous en termes de construction de la citoyenneté. Tout à fait, mais j'allais dire, ne trouvez-vous pas d'une certaine façon paradoxal, en tout cas à titre personnel, cela me choque, que la seule donation de sens ou perspective de sens soit un petit supplément financier, d'ailleurs ridicule, ringard en soi, par le montant, mais au-delà des aspects de montant, est-ce que nous sommes vraiment dans une société qui soit si incapable que cela de donner un horizon, une perspective, une envie aux personnes, et par exemple aux infirmières que vous mentionnez, mais on peut citer d'autres catégories professionnelles aussi, que je dirais cette petite carotte maigrichonne, je pense qu'en soi cela est extrêmement fâcheux, non ? Absolument. Alors 1 000 €, c'est pas rien. Et certainement à l'heure où on voit que justement la pauvreté est en train d'augmenter de manière dramatique. Mais je suis tout à fait d'accord avec vous. Pour moi, c'est aussi choquant que si on se reporte par exemple à la Deuxième Guerre mondiale et que l'on pense à ce que l'on a proposé aux femmes à la sortie de la Deuxième Guerre mondiale, eh bien qu'à la sortie de la Deuxième Guerre mondiale, on eusse dit aux femmes « Écoutez, votre investissement était formidable, on a maintenant compris que si notre société a tenu, c'est parce que vous avez tenu le pays, que vous avez tenu le travail, que vous avez tenu les foyers en place, eh bien, on ne va pas vous donner le droit de vote, on ne va pas vous reconnaître comme des égales en dignité, en droit, ce qu'on a dit aux femmes, et en Belgique, les femmes ont obtenu le droit de vote à la sortie de la Deuxième Guerre mondiale, mais on va vous donner une petite compensation financière. » Effectivement, c'est obscène de penser comme ça. Et aujourd'hui, effectivement, on patauge dans cette situation, et c'est ce qu'on a en fait essayé de faire avec ce texte, ce livre aujourd'hui, mais qui était d'abord tout simplement une carte blanche dans un journal, pour essayer d'attirer l'attention sur le fait qu'effectivement, la frontière qui est devant nous, c'est celle de la citoyenneté au travail. Tout à fait. Mais je pense que vous aviez évoqué il y a déjà un certain nombre de minutes la question de la santé. Je pense que le contexte qui est le nôtre présentement nous pousse à accorder une attention tout à fait spécifique à ce point-là. Voyez. Donc je pense par rapport à cette notion de santé qu'il y a, comment dire, là aussi, une marchandisation. Alors, pas que marchandisation de par l'approche dévalorisante des professionnels, vous parlez des infirmières, mais aussi une marchandisation de la personne.
concernés par une maladie, par un handicap ou que sais-je. De plus en plus, la santé est une succession de variables. Maintenant, il y a les R0, il y a toutes sortes de chiffres. Donc d'ailleurs, on ne sait pas très bien comment on peut les évaluer. Bon, passons les détails. Mais en tout cas, on est loin de l'image encore relativement récente du médecin de campagne qui ne s'intéressait nullement à l'argent, qui faisait non pas son métier, mais sa vocation. De nos jours, cela ne fait plus sens. Et je crois que là, véritablement, on pourrait voir une racine de beaucoup de maux, non? Oui, je suis tout à fait d'accord sur l'idée que, en fait, le sens pour les individus, il est vraiment lié à la possibilité de construire pour soi-même son propre sens dans le travail. Et ce que nous savons des recherches menées ces dernières décennies sur le travail, c'est que, en fait, les individus investissent leurs fonctions, quelle qu'elle soit. Moi, j'ai fait ma thèse de doctorat sur les caissières de supermarché. Cette fonction sociale qui est devenue si importante ou que l'on a reconnue dans le premier confinement, certainement, où tout le monde s'est rendu compte qu'en fait, sans ces caissières de supermarché, sans leur dévouement, nous n'aurions pas à manger. Quand je faisais ma thèse sur elles, c'était plutôt des fonctions dévalorisées socialement, jugées comme des fonctions ne requérant aucune qualification, des fonctions dont on pourrait bientôt se passer grâce au self-scanning et autres robotisations du travail. Et pourtant, ce que j'ai constaté, c'est que les individus au travail, et au travail comme caissière du supermarché, développaient leur propre registre de sens, si vous voulez, dans le travail, se sentent utiles parce qu'elles rendent des services à autrui. Et ce qu'il est fondamental de voir, c'est qu'en fait, toute personne, pour qu'elle puisse travailler, en fait, développe cette compréhension expressive de son propre travail, même si socialement, nous ne renvoyons pas cette reconnaissance-là. Ce qui est important et ce qui est grave, c'est que nos organisations ne sont pas construites pour s'en saisir. Et ce que l'on voit alors produire comme résultat, c'est pour ceux qui ont un travail dans lequel ils s'investissent énormément, mais ça va être par exemple le burn-out. Et le burn-out, c'est typiquement une manifestation chez des gens qui sont hyper perfectionnistes, qui souhaitent bien faire leur travail et qui, à un moment donné, se rendent compte que les conditions ne sont plus réunies pour pouvoir bien faire leur travail et ils n'ont plus d'espoir que l'organisation entende et change. Et typiquement, pendant des mois, voire des années, ils pensent qu'ils vont pouvoir réussir à changer l'organisation, à faire comprendre que ce qu'ils font est extrêmement important parce qu'ils investissent leur travail d'une manière effectivement expressive sur quantité de registres, d'utilité à autrui, de soins aux autres, d'intérêt même du travail, de valeur intrinsèque de leur travail pour la société. Et en fait, les organisations ne prennent pas ça en charge et ne reconnaissent pas ça. Et à ce moment-là, c'est une forme d'effondrement pour l'individu qui, effectivement, est renvoyé au fait que non, il va rester toujours une variable d'ajustement dans ce système. Mais d'une certaine façon, est-ce qu'on ne pourrait pas appeler cela le sombre secret de la fabrique d'épingles ? Parce que, bon, pour dire un peu de façon développée, l'une des métaphores fondatrices séminales de l'économie, c'est l'image de la fabrique d'épingles, où donc si une personne veut faire par elle-même l'épingle, ça lui prendra beaucoup de temps. Par contre, si on fractionne le travail, donc la productivité, pour prendre le fameux mot magique, sera, paraît-il, bien plus élevée. Peut-être, mais le sombre secret, c'est que le petit job qui consiste à plier, par exemple, 2 fils de métal de cet angle-ci à cet angle-là, répété toute la vie, est profondément aliénant. Oui, tout à fait.
Alors, absolument. Et là, c'est pour ça qu'il y a quand même, je dirais, une forme d'espoir ou des raisons d'espérer aujourd'hui. C'est que nous ne sommes plus dans ce monde industriel-là. Nous sommes dans une économie de services où nous avons tellement acquis des moyens technologiques pour pouvoir faire face à nos besoins qu'en fait, toute une série d'enjeux peuvent être résolus différemment. Je prends un enjeu très important, c'est la question de la mise au travail aujourd'hui dans une économie de services comme l'économie européenne. Typiquement la Belgique, vous avez 80% d'emplois qui sont dans le secteur des services. Qu'est-ce que ces secteurs, comment ce secteur est organisé? Dans ce secteur, le fait de rendre un service, en fait, invalide complètement cette distinction qui était faite typiquement dans la fabrique d'épingles ou dans la fabrique, pour reprendre le XXe siècle, de la chaîne de production automobile. La chaîne de Ford, donc le modèle industriel par excellence au XXe siècle, c'est une conception en fait de l'organisation du travail qui permet de distinguer la conception du travail de l'exécution du travail. La conception, vous allez la confier à des ingénieurs. Ils vont travailler dans un bureau, ils vont concevoir toutes les étapes du processus productif. Et puis, l'exécution, vous allez la confier à des petites mains, des paires de bras qui vont boulonner, qui vont faire poster à une place très particulière dont ils ne délogeront que très peu, à des conditions hyper précises. On ne va pas prendre sa pause pour faire pipi quand on veut, quand on est posté au travail à la chaîne. C'est extrêmement contraignant et ça correspond à vraiment une exécution. Aujourd'hui, dans une économie de services, en fait, nous avons vraiment une réintégration de ces deux moments-là. Et ça, pour moi, ça porte vraiment un espoir, comme je le disais. C'est-à-dire que dans une économie de services, vous ne pouvez plus envisager que vous allez mettre les travailleurs au travail de cette manière-là, où vous tablez sur cette distinction entre le moment de la conception et de l'exécution. Vous devez en fait réintégrer ces deux moments. L'auteur américain qui a travaillé là-dessus et qui est le plus intéressant, c'est Charles Sebel. C'est un juriste. Il est toujours vivant, il enseigne à l'université de Columbia. Et Sebel montre qu'en fait, dans une économie de service, vous devez réintégrer ces deux moments. Et ces deux moments font que, en fait, celui qui va rendre le service, il va lui-même devoir s'emparer un minimum du moment de la conception. Ce qui veut dire peser sur les fins du travail. Ce qui veut dire, en fait, je prends des exemples. Un exemple facile, évidemment, à comprendre, ce serait l'avocat. Un avocat, vous imaginez bien que si vous allez consulter un avocat pour un divorce, votre divorce, vous voulez absolument que votre avocat se mette dans vos chaussures pour qu'il comprenne le monde de votre point de vue. Pour savoir si vous voulez avoir un divorce très agressif vis-à-vis de votre femme ou si vous voulez avoir un divorce le plus calme, le plus serein possible parce que c'est important pour vous pour toute une série de raisons. Qu'est-ce que va faire l'avocat? Il va vraiment se mettre dans vos chaussures, il va voir le monde de votre point de vue. Et donc, il ne va pas pouvoir délivrer le service, vous rendre le service, exécuter le service, sans se mettre dans la position de le concevoir. Ça, c'est en fait ce qui se passait toujours chez les professionnels, on va dire, ce qu'on appelait les professionnels. Ce qui est intéressant de constater aujourd'hui, c'est que même les fonctions qui étaient considérées comme des fonctions d'exécution deviennent en fait des fonctions de conception, des fonctions d'exécution qui deviennent de conception. Pourquoi? Parce que quand vous avez affaire, par exemple, à une infirmière ou quelqu'un qui vous accueille à l'entrée du musée, eh bien, si cette personne ne s'immerge pas pleinement dans votre problème, dans la manière dont vous avez l'intention de venir dans ce lieu pour visiter quoi, si elle n'essaye pas de comprendre ça, eh bien, c'est là que vous allez dire on m'a pas vraiment compris, la personne à l'accueil, on m'a orienté d'une mauvaise manière, vous allez avoir une mauvaise expérience client, comme le disent les entreprises. Et ça, donc, c'est important de le voir aujourd'hui,
parce que l'ensemble de notre économie en Occident est vraiment travaillée par cette réintégration de la conception et de l'exécution du travail, et ça porte vraiment une critique interne, si vous voulez, de la mise au travail. Mais n'est-il pas un peu ironique que les postes dirigeants soient appelés exécutifs? Bon, ça c'est juste une curiosité linguistique. C'est comme généralement les républiques démocratiques ne sont pas démocratiques et que les zones démilitarisées ont les plus fortes concentrations militaires. Mais bon, passons. Mais j'allais dire, au-delà de la petite taquinerie linguistique, est-ce que vous ne pensez pas que de plus en plus et de plus en plus désespérément même, ce qui était naturel avant soit la quête ultime un peu du système économique? Je m'explique peut-être avec un exemple, ce sera plus manifeste. Vous avez parlé de l'automobile. Hein. Il y a un siècle et quelques, au tout début de l'aventure automobile, les automobiles étaient faites manuellement par un bricoleur, parfois par sa famille aussi, hein, mais en tout cas c'était une pièce unique. Chaque automobile était une pièce, on pourrait dire de musée, hein, non pas de musée parce que l'automobile serait vieille, non, c'est pas ça, c'est qu'elle était véritablement unique au même titre qu'un tableau, que je ne sais quoi. Hein, voilà. Et donc je dirais cette passion-là, hein, elle s'est totalement perdue avec la standardisation, le modèle T, etc. Hein, bref, vous l'avez parfaitement développé. Hein. Est-ce que de nos jours, justement, le luxe ultime, hein, celui dont on ose à peine rêver, même quand on est très riche, ne serait pas finalement ce retour à un naturel. Et je l'observe à titre personnel, si vous le permettez, dans un autre domaine, hein, celui de la haute couture ou du design, on va le dire comme cela. Hein. Les maisons de couture sont en quête désespérée et seraient prêtes à faire n'importe quoi pour trouver une personne qui soit capable d'avoir un bouillonnement créatif qui ne soit pas une copie de ce que font les autres. Alors, cette personne, parfois, on l'appelle directeur, directrice de collection, bon, peu importe le charabia, mais cette personne-là qui fait vivre la ruche, quoi, hein, d'une certaine façon. Hein. Et il n'y a aucun processus, ou comme on dirait de nos jours, un process, hein, business ou autre, qui vous permette de trouver de façon rationnelle, avec un succès assurer la personne, où il n'y a aucun processus qui puisse faire d'une personne prise au hasard, j'allais dire l'abeille mère, quoi, hein, qui permette de créer en permanence de nouvelles robes qui ne soient pas la copie de ce qu'a fait quelqu'un d'autre, quoi. Et c'est profondément rassurant, à mon humble avis, de voir que finalement la bizarrerie humaine, eh bien, finalement, elle n'a pas de prix, quoi, hein, parce qu'il n'y a aucun processus business qui puisse, par exemple, faire d'une personne au hasard un Philippe Stark, ou qui vous permette de trouver votre Philippe Stark par un processus savant de recrutement. Et si je prends le cas de Stark, bon, parce que c'est quelqu'un, j'allais dire, qui n'a pas caché, on va dire, son handicap, son autisme, donc on peut en parler, et il argumente très bien comment sa créativité, précisément de par son isolement, n'est pas copie de ce que peuvent faire d'autres personnes. Et cela lui donne une valeur, je dirais, incommensurable au sens exact, quoi, hein. Mais je suis convaincu que dans d'autres domaines, on peut voir également ce phénomène à l'œuvre. N'est-on pas finalement en train de retrouver ou tenter de retrouver une sorte d'état premier, hein, de l'humanité, non? Cette singularité de chaque individu, à mon sens, elle est évidente, en fait. Et c'est sans doute une des racines, je dirais, éthiques, en fait, du projet démocratique. C'est que le projet démocratique, il est fondé sur l'idée que nous nous reconnaissons égaux en dignité et en droit, mais en fait, c'est au nom de notre inégalité, si vous voulez, ontologique. Nous sommes tellement différents, tous les uns des autres. Nous sommes tellement divers, nous sommes tellement uniques que nous avons, comme l'a
la conscience au fond de nous-mêmes, et par construction culturelle évidemment, de l'impératif de nous reconnaître comme égaux en dignité, en droit, parce que nous sommes incommensurables. Et ça, c'est vraiment la beauté, oui, je dirais éthique, du projet politique démocratique, c'est d'être fondé sur cette reconnaissance de cette différence. Et la question alors, c'est qu'est-ce qu'on va faire de cette différence? Est-ce qu'on en fait justement le ferment d'une plus grande capacité collective, en nous donnant les moyens à chacun de pouvoir vivre ensemble en nous reconnaissant égaux et différents, ou bien est-ce qu'on va essayer de se standardiser? Et là, il y a vraiment des... Parce que vous parliez de l'œuvre, par exemple de la voiture du temps de sa haute couture. Évidemment, c'était une œuvre chaque fois unique par quelqu'un qui s'envisage comme en fait un artisan, un artiste. Et Hannah Arendt, elle parle bien de ça en parlant effectivement de cette œuvre qu'elle contraste avec finalement le règne de la reproduction, qui est le règne de cette économie dans laquelle on produit des biens standardisés qui sont tous les mêmes. Et à mon sens, l'erreur qu'elle fait, c'est qu'elle va projeter une conception de l'être humain, de l'ouvrier, sur cette réduction standardisatrice de l'objet. Et parce que le système économique produit ces biens en quantité, elle dit, au fond, ces travailleurs, ils sont dans ce règne de la reproduction. Et ils ne sont pris que par ça, et il n'y a aucun espoir, en fait, dans cette voie-là. Et moi, ce que j'essaye de dégager, c'est ce que j'ai appelé la critique politique du travail, qui est portée par les travailleurs eux-mêmes. C'est le fait que même ces travailleurs qui produisent des biens qui sont standardisés sont habités par une conception de leur travail, de leur rôle, de leur place, de leur service, qui est chaque fois unique. Et le drame ou le potentiel, c'est que nous devons en faire quelque chose. Et si nous en faisons l'occasion d'un nivellement par une structure politique d'organisation des entreprises qui va demander aux gens d'être uniquement dans l'exécution sans se rendre même compte qu'en fait chaque travailleur exécute d'une manière très particulière parce qu'il doit d'une manière ou d'une autre se saisir des finalités de son travail, alors c'est un drame, c'est une forme d'aliénation qui est produite. Et en fait, devant nous, nous avons une autre voie. Et tout est là pour ouvrir une autre voie, comme tout était là pour que ce bâtiment puisse un moment émerger. Mais c'est absolument passionnant, mais je pense, en vous écoutant, à celui qui finalement a été, à mon avis, l'un des plus grands théoriciens de cette non-standardisation. Alors, il n'est jamais cité comme tel, mais je pense que c'est véritablement à ce moment-ci qu'on peut citer Charles Darwin. Parce que Darwin n'est pas un penseur de l'évolution, encore moins du darwinisme social. Les gens parlent de Darwin mais ne l'ont jamais lu. Donc ça, c'est vraiment un vrai problème. Darwin, c'est un penseur de la diversité ou de la diversification. Il utilise les deux termes d'ailleurs. Au sens où, dans la vie, dans l'existence des êtres, il y a une pluralité irréductible, alors certes entre les espèces, mais au sein même des espèces. Et contrairement à ce que l'on en a retenu à la fin du 19e siècle, Darwin ne disait absolument pas la survie du plus apte. Il parlait de la survie du, je dis, plus bizarre. Voyez. Et d'une certaine façon, quand il articulait cette réflexion-là, il pensait à lui-même, parce que le bizarre, c'était lui, l'asocial, le raté, si j'ose dire, c'était lui qui avait raté à l'université. Bon, je vous passe les détails.
qui s'était embarqué sur le Beagle au bout du monde, et là il a vu les petites espèces en train de grouiller et il les a dessinées. Bref, et c'est là que la lumière s'était faite dans son esprit, quoi. Et donc cette pensée-là de la non-standardisation, finalement, est là sa meilleure illustration, certes dans les œuvres de Darwin, mais tout simplement dans la vie telle qu'on la voit. Parce que la vie, au sens le plus large, c'est finalement l'éloge aux formes ratées, quoi, hein, d'une certaine façon d'existence. Il y a je ne sais combien de millions d'années, face aux grands dinosaures, les petites souris, c'était des ratés, quoi, qu'on le dise, hein, clairement, quoi. Mais pourtant, s'il n'y avait pas eu les petites souris, ça aurait très mal tourné, quoi, hein. Et donc, d'une certaine façon, je pense, si on se place dans une perspective plus large, la standardisation, c'est la mort collective, hein, la mort garantie, assurée, quoi, hein. Et là vient ma question taquine, hein. L'empowerment, qu'en pensez-vous? Je ne vous cacherai pas, mais ça, je le dis de façon provocatrice, je suis contre l'empowerment. Ah, bon, parce que je pense qu'il est assez choquant de penser que l'on puisse, j'allais dire, régler tous les problèmes en donnant du pouvoir ou de l'argent à des gens. Est-ce que c'est, je dirais, la solution à toutes les questions, le pouvoir ou l'argent? Bon, pardonnez, je vous ai un peu asséné mon petit avis. Non, mais il faut que vous nous expliquiez encore un tout petit peu plus peut-être ce que vous comprenez par empowerment. Oh, je le comprends de façon béotienne, naturellement, hein, au sens évidemment premier du terme. Je sais qu'il y a nombre de travaux, mais c'est une façon aussi taquine, hein, d'amener le sujet. Je veux dire, les choses sont très simples. J'ai quantité d'amis, par exemple, dans le monde de l'autisme, des personnes qui consacrent vraiment leur vie à réaliser des dictionnaires de langues. Donc, peut-être que la quasi-totalité des gens n'ont jamais entendu parler le vieux cornique, le vieux manoir et je ne sais quoi d'autre. Ces dictionnaires-là ne sont jamais publiés, quoi, hein, parce qu'aucun éditeur, évidemment, n'accepte de les publier. Ces personnes-là font leur travail, s'épanouissent sans être rémunérées, sans avoir la moindre perspective d'être connues un jour. Est-ce que, j'allais dire, ce serait gratifier ces personnes que de leur promettre 10 000 € par mois? Est-ce que ce serait gratifier ces personnes que de les nommer à un poste avec un titre ronflant? Mais ils n'en voudraient pas. Oui. Et ce serait la meilleure façon de tuer leur créativité. Bon, c'est un exemple de réflexion. Tout à fait. Alors, pour rebondir, hein, nous dans ce livre-là que nous venons de publier et qui essaye de déplier ces principes que nous avons développé d'abord dans cette carte blanche publiée au mois de mai dernier, nous articulons effectivement démocratiser avec démarchandiser et dépolluer. Et on peut parler, ça parle évidemment à ces exemples que vous donnez, le principe de démarchandisation et de démocratisation. Si je peux dire un mot sur chacun, le principe de démocratisation, ce que vous pourriez peut-être résumer par empowerment, ce n'est pas, on ne l'entend pas dans le sens que vous véhiculiez ici, qui serait dans l'idée de donnons du pouvoir et ça va résoudre les problèmes ou que sais-je. L'idée, c'est de saisir qu'en fait, justement, parce que les individus sont en fait au travail vraiment pleinement ceux qui investissent leur personne dans le travail, dans les missions qu'ils poursuivent, et cela dans une pandémie au risque de leur santé physique pour ceux qui doivent aller prester le travail, les travailleurs essentiels, ou ceux qui peuvent se confiner, comme moi j'en ai le luxe, et travailler depuis la maison. Eh bien, ces personnes-là mettent plutôt leur santé mentale en jeu. Eh bien, ils sont essentiels aux organisations pour lesquelles ils travaillent, pour lesquelles ils font tenir les missions. Et aujourd'hui, il faut saisir qu'il n'y a plus de bonne raison en fait, de les tenir à l'écart du gouvernement de ce qui les concerne, du gouvernement de leur travail.
Donc, ce n'est pas l'idée de dire on va donner du pouvoir, ça va tout solutionner. C'est l'idée de dire, au fond, il faut reconnaître que nous avons des organisations qui tablent sur cet investissement en travail. Si je reprends la caissière, ces supermarchés tablent sur le fait que les caissières seront là, les caissiers seront là, les réassortisseurs seront là demain matin à l'ouverture du supermarché. On les a proclamés essentiels, nos gouvernements ont dit que c'était des travailleurs essentiels, et pourtant, on organise toute leur vie de manière tout à fait contraire à l'idée qu'ils sont essentiels à l'entreprise. Ils sont complètement en dehors du gouvernement du travail au niveau de l'entreprise. Et donc, l'idée, effectivement, là, c'est de reconnaître que nous avons une partie qui est constitutive de l'entreprise, une partie constituante, pour utiliser des termes en fait du droit constitutionnel, qui constitue l'entité qu'est cette entreprise, qui est une entité politique. Oui, il faut des termes en fait qui viennent du vocabulaire de la théorie politique. Une entité politique dans laquelle seule une des parties constituantes a le pouvoir, c'est-à-dire ceux qui ont apporté du capital. Et aujourd'hui, nos supermarchés, s'ils ne sont pas des coopératives, il y en a une à Bruxelles, mais à part ça, en Belgique, ce sont des entreprises capitalistes dans lesquelles ceux qui ont le pouvoir, c'est cette partie constituante apporteur de capitaux, et c'est eux qui gouvernent l'entreprise au travers en fait, d'une structure juridique qui est une société anonyme. Et là, il faut reconnaître que oui, il faut parler pouvoir. Oui, il faut se poser la question, est-ce juste, est-ce justifié, est-ce intelligent, est-ce raisonnable? Et toutes ces raisons, en fait, ont été amenées par les théoriciens du droit pour justifier une évolution qui a été majeure, qui a été une clé dans l'histoire de la démocratisation de nos sociétés, qui est le bicamérisme. C'est l'histoire même, en fait, d'entités politiques qui étaient aux mains d'une seule de ces parties constituantes, et on peut remonter au 5e siècle avant Jésus-Christ avec Rome, où Rome était en fait gouvernée par les patriciens, et où la plèbe a dit, bien, nous, on arrête de collaborer si on ne peut pas valider les décisions qui vont s'appliquer à nous. Et c'est Tite-Live qui raconte ça en moins 497. La plèbe se retire sur le mont sacré, et la plèbe c'était quoi? C'était les marchands, c'était l'armée, c'est-à-dire les fonctions essentielles pour la résilience de Rome. Et la plèbe dit, nous voulons valider les décisions qui vont s'appliquer à nous. Et finalement, le compromis politique qui est trouvé, c'est effectivement que les patriciens vont accepter de se soumettre au droit de veto collectif, si vous voulez, à l'expression politique de la plèbe. Et ce n'est pas une chambre qui va être constituée alors, c'est la possibilité pour la plèbe de se choisir 2 tribuns de la plèbe qui vont valider les décisions, effectivement, pour trouver des accords entre les patriciens et les plébéiens. Oui, c'est tout à fait passionnant. J'aurais une dernière question pour vous, puisque malheureusement, le dieu Chronos est notre ennemi commun. Une question, j'allais dire, par rapport à cette notion d'empowerment. Il y a un type de vote qu'en URSS, et dans les pays de l'URSS, on appelait voter avec les pieds. Donc les gens qui ne votaient pas avec leurs mains, mais qui se retiraient, soit par l'exil géographique, soit par l'exil intérieur. Or, il semblerait que l'on observe un phénomène de plus en plus fort dans les pays d'extrême Occident, ce que l'on pourrait appeler soit le frugalisme, soit, enfin, il y a toute une palette de termes, des personnes donc qui choisissent de ne travailler que le plus strict minimum, avec dans les métiers si possible les plus marginalisés, justement pour ne pas avoir la tentation de faire carrière, quoi, et qui, d'une certaine façon, s'épanouissent en dehors un peu de ces cadres sociaux. Oui. Je ne sais pas si cette situation sociologiquement de plus en plus frappante, je dirais, vous donne à réfléchir. Bien sûr, elle me donne à réfléchir. Alors, il y a énormément de choses, il ne nous reste pas beaucoup de temps, c'est terrible. Mais donc, ça donne évidemment à réfléchir parce que, pour moi, cette situation signale vraiment combien... si vous voulez, on ne peut pas abandonner le travail. Alors, c'est un peu paradoxal. J'imagine que vous voulez sans doute m'amener dans une autre direction, mais moi, ce que je tiens à dire en tant que
sociologue du travail, c'est que ça a été en fait la grande perspective que, disons, la gauche écologiste a projetée sur le travail depuis 40 ans, c'était l'idée qu'il fallait réduire le travail. Et bien sûr, je pense que collectivement, il faut réduire l'empreinte du travail dans nos vies. Le travail prend trop de place et il faut que les individus aient beaucoup plus leur mot à dire. C'est le principe de démocratisation, beaucoup plus à dire sur la place qui serait juste du travail dans leur vie. Mais pour les heures qu'ils consacrent au travail, nous ne pouvons pas abandonner le travail. Ce n'est pas une perspective de dire, vous savez quoi? Eh bien, on va essayer de réduire ce travail parce que c'est tellement affreux, mais pour tous ceux qui doivent encore s'y consacrer, eh bien tant pis, c'est vraiment aliénant et on ne peut rien faire pour vous. Non, on peut faire. Et alors là, évidemment, il y a un enjeu fondamental qui est l'enjeu de reconnecter toute cette réflexion sur à la fois la démocratisation du travail, sa démarchandisation aussi, parce que ça veut dire que toutes des fonctions sociales dont nous n'avons pas nécessairement parlé, mais en fait qui sont fondamentales pour notre vivre ensemble et pour le bien aux personnes et à la planète, eh bien, devraient être démarchandisées et devraient être soutenues par nos moyens communs, si vous voulez, par l'État, pour pouvoir se développer en dehors du marché. Et nous appelons, en fait, dans ce livre, à la Constitution, à la mise sur pied d'une garantie d'emploi pour tous, pour justement prendre soin de la planète, parce que nous devons rentrer dans les limites planétaires absolument. Aujourd'hui, ce n'est plus une question pour les scientifiques. Il est évident que nous sommes en train de détruire notre équilibre biologique et que nous devons donc cesser de contribuer au changement climatique et que nous devons en même temps faire face au changement climatique, parce que le dérèglement climatique, en même temps, il est déjà là. Et sur ces deux fronts-là, nous savons que nous allons avoir en fait besoin de beaucoup de travail. C'est une réflexion que Dominique Méda a menée de manière très précurseur, en parlant d'une reconversion écologique qui était nécessaire pour l'ensemble de notre système économique pour pouvoir prendre en charge les fonctions dont nous avons besoin pour prendre soin de la planète et transformer nos modes d'organisation, nos modes de déplacement, toutes nos manières de vivre ensemble pour qu'elles soient beaucoup plus conformes aux limites planétaires. Et ça voudra dire en fait plus de travail. Mais pour que ce travail soit épanouissant et susceptible de nourrir notre vie collective, il nous faut le démocratiser, le démarchandiser. Merci beaucoup Isabelle Ferreras. En écrivant le manifeste de travail, vous avez sans doute pensé au manifeste du Parti communiste, non? Peut-être d'où la couleur rouge, non. En tout cas, si j'ai bonne mémoire, le manifeste du Parti communiste commence par les mots sur le spectre qui hante l'Europe, à savoir donc l'imminence de la révolution communiste. Est-ce qu'en un mot, vous pensez que cette perspective de changement soit réellement à notre portée, ou bien est-ce que c'est juste un rêve? Alors, donc, je ne voudrais pas d'ambiguïté sur le rêve, c'est-à-dire moi je ne crois pas à la révolution. Je pense que la révolution doit être, si elle a un sens, c'est une perspective de transformation profonde avec vraiment le plein assentiment des personnes concernées. Et donc la violence qui peut être exercée de l'extérieur sur un système social ou de l'intérieur sur un système social, elle va toujours, on l'a vu dans l'histoire, engendrer plus de violence. Donc des manifestes, il y en a d'autres dans l'histoire, mais effectivement, l'idée, l'intuition, c'est de dire il faut manifester un espoir, projeter des principes. Et cet espoir, effectivement, je pense que les scientifiques qui ont signé ce texte comme nos co-autrices sont animés par cet espoir, effectivement, de voir que dans la période actuelle, nous sommes en train de pouvoir ouvrir un avenir différent qui sera, nous l'espérons, un avenir positif pour
les humains sur cette planète et pour la planète elle-même. Oui, donc cette note d'espoir, comme peut-être aurait pu la dire Shakespeare, nous sommes faits de l'étoffe des songes. C'est peut-être sur cette note que nous devons hélas terminer provisoirement, du moins pour ce soir. Mais je suis certain que dans la suite de nos pérégrinations à travers le monde, nous aurons la chance de nous revoir pour continuer ce cheminement, ce travail-là, ce travail qui rend humain et qui n'est pas un tripalium, un instrument donc de torture. C'est finalement un projet aussi vieux que l'humanité. En tout cas, un tout grand merci à vous pour nous avoir, disons, donné ce goût de l'avenir. Merci beaucoup. Et merci à toutes les personnes qui ont, disons, donné de leur temps pour nous suivre ce soir. Merci. Beaucoup. Au revoir.